Résolution de l'exercice 3, problème numéro 3 de l'examen 2016 du brevet, une planification opérationnelle sur les 3 prochaines années pour 6 points. C'est un exercice à résoudre en environ 25 minutes. L'exercice était très intéressant car on est vraiment sur un exercice concret dont on peut vous ressortir dans le monde professionnel. On avait 4 éléments à remplir. Le premier, c'est notre compte de perte et profit. Ça, c'est vraiment un classique dans le monde professionnel. Toujours, je pense, dans la majorité des PME, vous devez faire cette planification sur les minimum 3 prochaines années. Et plus complet, car on devait encore faire le bilan, l'actif et le passif, et notre tableau de flux de trésorerie. Là, c'est plutôt pour l'aspect financier. Je vous propose de commencer avec le compte de perte et profit. En pratique, on va souvent déterminer quelle sera l'évolution de notre chiffre d'affaires sur les prochaines années. Pour ce faire, on prend souvent le taux de croissance de notre industrie pour pouvoir déterminer cette évolution. On va pouvoir connaître nos charges variables, vu qu'on connaît l'évolution du chiffre d'affaires. Les charges variables sont toujours en fonction de ce chiffre d'affaires. Et nos charges fixes, là on pourra déterminer est-ce qu'on va reprendre peut-être des locaux plus grands l'année prochaine, ou bien est-ce qu'on va peut-être augmenter la part des salaires fixes, par exemple les administrateurs, etc. Ensuite on a nos intérêts, ça va être en fonction du financement. Les amortissements, est-ce qu'on va devoir faire des acquisitions, des ventes sur les immobilisations à long terme sur les prochaines années. Donc l'exercice a vraiment suivi cette logique qui est vraiment quelque chose d'assez standard. Donc premièrement, on a cette évolution du chiffre d'affaires qui passe de plus 10% en 2012. Donc on prend nos 370 divisé par 100. Et ensuite qui passe de plus 20%, donc 330 fois 120 divisé par 100. Nos charges marchandises, on a l'information que notre marge commerciale est constante en 2012 par rapport à 2011. Donc la marge commerciale, c'est mon chiffre d'affaires moins mes charges variables. Donc là, en 2011, elle était de 90. Donc ce qui me donne, je prends 90 par rapport à mon chiffre d'affaires. On sait que ma marge commerciale, elle est de 30%. Donc mes charges de marchandises sont de 70%. Donc je peux déterminer en 2012 fois moins 70%. Et en 2013, on nous indiquait que cette marge commerciale, elle est de 25%. Donc mes charges de marchandises sont de 75%. Ça, fois moins 75. Dans ce calcul, il fallait faire attention, on aurait pu prendre dans le calcul de la marge nos autres charges au comptant, en les considérant comme des autres charges de marchandises, vu qu'on n'avait pas le détail. Après, je me suis calqué sur la proposition de solution, je les ai écartés, mais c'est vraiment quelque chose on aurait pu se battre pour ces demi-points si on l'avait intégré. On va passer aux intérêts. Les intérêts qui étaient quand même assez difficiles il fallait bien lire l'énoncé, pas se tromper, et on ne nous avait pas donné le taux. Donc les passifs, les intérêts sont calculés dans nos passifs de régularisation, donc d'abord au PP en charge, et au passif dans nos passifs de régule. Et le deuxième élément, on nous indique que les intérêts sont payés une fois par année au 31 août. Ce qui veut dire que là, dans ces passifs de régularisation, j'ai 4 mois. J'ai 4 mois d'intérêt de septembre à décembre qui sont pas encore réglés. Donc on va essayer de déterminer ce taux. Donc on avait 100 de charges en 2000, de valeur de prêt. Nos intérêts en 2010, on sait qu'on a 2 dans notre passif de régularisation, qui équivaut à 4 mois. Donc est égal à 2 divisé par 4. Et après on va le ramener sur 12 mois, ce qui nous donne 6. On a donc un taux d'intérêt de 6%. Les intérêts en 2011, on n'a eu aucune opération, donc on est encore sur du 6. 2012, on a eu un remboursement de dette de 50 qui est intervenu le 31 août 2012. Là, ce qu'on nous demande, c'est de faire un prorata d'intérêt. La valeur nominale de 100, 6%, fois 8 divisé par 12. Donc de janvier à août. Et ensuite, à partir du 1er septembre, on a une valeur de 50 à 6%, fois 4 divisé par 12. Ce qui nous donne 5. En 2013, on n'a plus qu'une valeur de 50 de dette rémunérée à 6%, 50 fois 6%, ce qui nous donne 3. Moins 6, moins 5, moins 3. Les amortissements ont été calculés selon la méthode indirecte. La méthode indirecte, c'est la méthode qui est vraiment le grand classique dans les examens du brevet. Chaque année, vous allez l'avoir. Donc la différence entre la méthode indirecte, elle va vous donner plus de détails à l'actif. On aura donc la valeur brute de nos actifs, moins le cumul de dépréciation, en diminution. La valeur directe, on va juste prendre le montant net entre ces deux valeurs. Donc on aura moins d'informations sur notre bilan. C'est une méthode qui va arriver toutes les années. Vous aurez un demi-point à 2 points uniquement si vous maîtrisez cette technique.
Donc les amortissements, c'est vraiment un must dans les examens du brevet. Si vous avez encore la peine, je vous propose un petit tableau. Donc là, c'est le suivi de nos actifs, nos immobilisations, à la valeur brute, et là, nos cumuls d'amortissement. C'est vraiment ce tableau que vous devez mémoriser, que vous pourrez appliquer sur chaque examen lié à ce type, et vous pourrez résoudre ce problème. Je vous ai même mis le petit rappel, donc sur la méthode indirecte, valeur historique, donc ici, valeur historique, valeur brute, diminuer nos amortissements cumulés, qui nous donne la valeur comptable. Donc on va déjà pouvoir déterminer notre valeur brute. En 2011, on était à 220, on a eu une acquisition courant 2012 pour 33, donc on va rajouter 33, et on a eu une vente à fin 2013, et on nous a donné deux valeurs. Premièrement, on nous a donné la valeur comptable de 9 de cette immobilisation, et deuxièmement, la valeur historique de 23. Donc c'est la valeur d'acquisition. Il fallait bien prendre la valeur de 23, et non pas la valeur comptable, parce que là on raisonne sur les valeurs historiques, valeurs brutes, et la valeur comptable serait été vraiment le net. Vu qu'on n'est pas sur du direct, là on est vraiment sur cette valeur-là. Ensuite, deuxièmement, on va pouvoir calculer nos cumuls d'amortissement. On avait en 2010 pour moins 60, et en 2011 on est passé à moins 73, ce qui veut dire que notre amortissement ordinaire est de moins 13. 60 moins 13 est égal à moins 73. Donc moins 13 c'est l'amortissement sur cette valeur historique de 220 qui va se répéter d'année en année jusqu'à ce qu'on ait entièrement amorti. Là on va partir du principe que voilà, aucun des actifs n'a été entièrement amorti. Donc ensuite sur l'année 2012 on va reprendre cet amortissement ordinaire de 13 et plus on a l'amortissement de cette nouvelle immobilisation acquise pour 33. Donc l'amortissement nous a donné le détail. 33, à la fin de la durée d'utilisation on a une valeur de 3 et utilisé sur une période de 5 ans. Donc le calcul c'est 33 moins 3, donc c'est-à-dire qu'on va déprécier 30, amortir sur une période de 60 mois, ce qui revient à un amortissement mensuel de 0,5. Comme l'acquisition a été faite et mise en service en fin avril, on a un amortissement qui commence depuis mai jusqu'à décembre, ce qui nous fait 8 mois. Moins 8 fois 0,5. Ça nous donne 17. On n'a eu aucune vente, donc on peut partir. On a un cumul d'amortissement de 90 en fin 2012. On continue sur l'amortissement 2013. L'amortissement ordinaire qui est de moins 13, plus notre amortissement de cette acquisition de 33. Donc c'est nos 0,5 sur 12 mois. Moins 0,5 fois 12. On donne 19. Et on avait eu une opération spécifique, c'était la vente d'un actif. Il a été vendu, alors on ne connaît pas encore le prix de vente, pour une valeur comptable de 9. La valeur d'acquisition de l'immobilisation corporelle à vendre est de 23. Donc on va reprendre cette formule, souvenez-vous de ça. Donc valeur historique, on a donné, c'est 23. Moins notre cumul d'amortissement, on ne le connaît pas encore, qui nous donne notre valeur comptable. On l'a donné, elle est de 9. Ensuite, plus ça, on peut mettre plus, moins la résultat sur vente, ce qui nous donne le prix de vente. Ça, on ne le connaît pas encore. Le résultat sur la vente, on peut voir dans notre compte de perte et profit, on nous a mis aucune ligne sur le gain ou la perte sur le vente d'immobilisation. Donc, c'est-à-dire, on peut déjà en déduire qu'il est de 0. Il n'était pas évident à deviner ce point-là. Donc on sait que le prix de vente est de 9. Maintenant on n'a plus qu'à résoudre notre cumul d'amortissement par différence. Donc 23 moins 9 nous fait 14. Donc maintenant on doit sortir, on a sorti la valeur brute et on sort le cumul d'amortissement qui est lié à cet actif immobilisé. Ce qui nous donne en finalité un cumul d'amortissement de 95. Donc on va reprendre toutes ces valeurs. Donc là on va prendre déjà pour notre actif nos immobilisations. On a 253, 230. 253, 230, notre cumul d'amortissement qui est de moins 90 et moins 95, moins 90, moins 95, et nos amortissements 13, 17, 19, moins 17, moins 19. On a pu calculer automatiquement nos bénéfices. Je ferai juste la petite erreur de recopiage sur l'intérêt. On a vu, on avait moins 6, moins 5, moins 3.
Et on peut s'attaquer au bilan. Donc nos liquidités, on doit attendre sur la résolution du tableau de flux de trésorerie pour pouvoir établir nos variations. On peut continuer sur nos débiteurs. On nous a indiqué qu'on a une augmentation de nos débiteurs de 3 par année. Donc là, il n'y a pas de difficulté, on augmente de 3 d'année en année. Pour notre stock de marchandises, on nous indique qu'ils vont augmenter de 1 en 2011-2012. Donc je fais plus 1, et on sera stable sur l'année 2013 par rapport à l'année 2012. Donc je reste à 19. Pour nos passifs, là on avait déjà dans la proposition de solution 18, ça nous était déjà indiqué dans l'énoncé. Mes dettes financières, on a vu ce remboursement en août 2012 de 50. Donc j'ai plus qu'une dette nominale de 50, et en 2013, aucune opération. Mes intérêts, logiquement en 2011, j'ai les mêmes intérêts que 2010, c'est toujours est égal à 100 fois 6% fois 4 divisé par 12. En 2012, j'ai cette valeur de 50 fois 6% fois 4 divisé par 12, et on peut passer au capital action. Donc on a une augmentation de capital en avril 2012 pour une valeur nominale de 30 à DIO de 15. C'est vraiment quelque chose qui va tomber à chaque examen. C'est un demi-point à 1 point garanti si vous connaissez la technique. Donc je le rappelle tout le temps, le capital action, on raisonne toujours en valeur nominale. Donc là on nous l'a bien indiqué, la valeur nominale de 30. Donc on rajoute ces 30 dans notre capital action. Il ne nous reste plus qu'à déterminer l'ADIO. Donc là c'est le point qui est un peu plus complexe. L'ADIO c'est la valeur payée par les actionnaires qui est plus élevée que la valeur nominale du capital action. Donc cet excédent il va se classer dans nos réserves légales issues de primes. On appelle aussi les réserves de capital. Donc je vais le comptabiliser pour 15. Pour l'actionnaire, ce que ça représente, c'est que se rembourser le capital action, ce sera un peu plus compliqué que se faire rembourser un ADIO. Ensuite on s'attaque à notre réserve de bénéfices. On en avait deux. La première c'est cette réserve légale et le deuxième qui est le PP report. Je connais pas la clé de répartition entre ces deux réserves, mais pour le cadre de cet exercice, je vous propose de les considérer comme une seule et unique réserve de PP report, en réserve de bénéfices. Donc rappelez-vous la formule, donc PP report en début de période, plus moins notre résultat, moins le dividende, ça nous donne notre PP report au 31 décembre. Ça, on va pouvoir résoudre ces blancs. Donc en début de période, on était à 29. Donc là, c'était au début de période 2011. Notre résultat 2011 était de 16. Et notre dividende 2011 était de 11. On peut le retrouver dans le flux de trésorerie. Ce qui nous donne un PP report en fin de période de 34. Donc là, on peut trouver par différence. 17 plus 17 me donne mes 34. Donc je reporte notre PP report au 1er janvier 2012, plus mon résultat 2012, moins notre dividende 2012, ce qui nous donne un PP report de 38. Donc là je peux, par différence, 20 plus 18 me donne bien 38. On va mettre notre total de passif. On passe maintenant à notre tableau de flux de trésorerie, qui est vraiment une des étapes les plus corsées de cet exercice. Je vais vous présenter ma méthode, pour moi, qui marche très bien pour résoudre ce type d'exercice. On va se mettre en plus grand. Donc, étape détermination des flux de trésorerie d'exploitation. Donc la première étape, c'est de déterminer, on a nos trois flux, exploitation, investissement et financement. Donc on va déterminer pour chaque poste du bilan et de notre compte de perte et profit à quel cycle il appartient. Donc là je vais mettre E pour exploitation, donc ça c'est l'exploitation, charge de marchandises d'exploitation, intérêt, ils nous ont classé dans les exploitations, donc c'est l'exploitation, aux charges en comptant, exploitation, et amortissement, c'est du non monétaire, mais qui est lié à notre site d'investissement. Maintenant dans notre bilan, donc on va déterminer, débiteur c'est l'exploitation, stock marchandises exploitation, corporel investissement, investissement, créancier exploitation. Les passifs de régularisation sont liés avec nos intérêts. Souvenez-vous, l'écriture c'est au débit, on va passer intérêt, au PP,
et on passait passif de régularisation au passif. Dette financière, on est sur du financement, capital action financement, réserve financement, financement, financement. Cette classification, vous pouvez après revenir sur vos notes de cours pour voir à quel cycle appartiennent tous ces postes. Alors, PP plus bilan cycle de flux. Deuxième étape, c'est juste bêtement, on va reprendre les montants du PP du cycle d'exploitation dans nos flux de trésorerie exploitation. Donc je reprends mes produits de marchandises, c'est lié au paiement des clients. Les paiements aux fournisseurs, on va reprendre nos charges de marchandises. Paiement des intérêts, on reprend nos intérêts. Et les autres paiements haute charge, on a vu que c'est des paiements au comptant, donc elles ont déjà été reprises dans l'énoncé. On arrive à notre troisième étape, qui est l'étape pour moi la plus corsée, c'est reprendre les variations de notre bilan. Ma petite technique, alors peut-être c'est bête, mais moi je trouve que ça marche très bien, c'est d'imaginer une écriture fictive. On reprend cette variation, je vais vous montrer la technique. 2011 moins 2010, on a une augmentation de 3. Ce qui veut dire que mes débiteurs ont augmenté de 3. L'écriture imaginaire, c'est que débiteurs augmentent, et par défaut, l'impact sur mes liquidités, c'est qu'elles diminuent. Donc là, je sais que j'ai une diminution de liquidité. Donc je fais diminution de 3. Moins 3. Même chose pour 2012, on a donc moins 3. Et ici, la variation de 2012-2013, c'est aussi de moins 3. On passe au paiement des fournisseurs. Donc les fournisseurs sont liés avec nos stocks de marchandises et nos créanciers. Donc premièrement, mes stocks de marchandises ont augmenté de 1. Donc l'écriture, c'est j'ai stock, et par défaut, j'ai liquidité qui diminue. Donc là, je dois faire une diminution de 1, moins 1, ensuite on a encore une diminution de moins 1, et là on était stable à 19, donc là on a 0 de variation. On s'attaque maintenant à la variation sur mes fournisseurs. Donc j'avais 16, 17. Donc là, mes passifs, mes créanciers ont augmenté. L'écriture, donc c'est j'ai mes créanciers au passif. Et par défaut, j'ai une augmentation de liquidité. Donc je peux rajouter plus 1. Ensuite 2012-2011, on a une augmentation. Là on a une augmentation de plus 1. Et en 2013, on a une augmentation, aucune variation, on est à 0. On a 1 et 1. Pour les intérêts, même technique, on prend les passifs de régule qui ont tout doucement diminué. Donc là, l'écriture, quand le passif de régule diminue, ce sera au débit, passif de régule, et les liquidités diminuent. Donc là, on a eu la diminution qui a été effectuée en 2011-2012. C'est ce point-là qui va diminuer de 1. Uniquement. Après, le reste, on est stable. On n'a plus qu'à rajouter nos totaux. Et on a pu résoudre le flux de trésorerie d'exploitation. Pour les flux de trésorerie d'investissement, on n'a plus qu'à se référer à l'énoncé. Donc on a vu une acquisition, un investissement en 2012, qui a été effectué pour 33. Donc là, on nous a donné tous les investissements, les décaissements et les encaissements suite à nos ventes. Donc, moins 33. Et on avait eu cette vente qui a été effectuée en 2013. Alors elle était vendue, la valeur comptable était de 9, et puis on avait pu déterminer que le prix de vente était de 9, car on n'avait aucun gain ou perte au compte de perte et profit. Donc ça a été vendu en 2013 pour 9. On peut calculer le free cash flow, qui est l'addition du tableau de flux de trésorerie d'exploitation plus investissement. Et on passe au financement. Donc financement externe. C'était cette augmentation de capital qui a eu lieu en avril 2012. On a vu 30 plus 15, soit 45. Remboursement, c'est le remboursement de notre dette qui a été effectué pour 50. Et la distribution de bénéfices. Donc on va reprendre ce compte de PP report. On a ce montant à déterminer. Donc on a 38 qui est mon solde de PP report en début 2013. Mon résultat 2013 il est de 22. Mon versement de dividende, c'est l'inconnu qu'on cherche à résoudre. Et mon PP report en fin de période
2013, il est de 23 plus 23, soit 46. Donc là, par différence, égal à 38 plus 22, moins 46, ce qui nous donne, pardon, je vais le prendre négatif, pardon, moins 14. Donc là, après, on fait un petit check. On voit que ça, on avait l'exploitation, on a bien tout traité. Les investissements, donc les acquisitions et les ventes, on a bien traité dans ce flux-là. Le remboursement de la dette, on l'a bien traité. L'augmentation de capital et l'agio, elle a bien été traitée pour 45. Et tout ce qui était lié au versement de dividendes, ils ont bien été traités sur les 3 périodes. Donc là, on a un flux de trésorerie complet. Maintenant, j'additionne mon free cash flow avec le flux de trésorerie de financement. Et on peut remplir notre dernière étape. Donc j'avais en fin 2010 10. Mon flux de trésorerie a augmenté de 15, donc j'avais 10 plus 15. En 2012, on a diminué de 21. Donc égal à 25 moins 21. Et en 2013, on a augmenté de 33, donc 4 plus 33. On fait nos totaux au bilan pour s'assurer qu'on a un bilan équilibré. Voilà, on a un bilan parfaitement équilibré. Donc là, on est vraiment confiant. Peu de risques qu'on ne soit trompé.